Mes chers collègues, encore une fois, nous reprenons avec un certain retard pour mieux organiser la suite. Donc nous nous excusons. Ça montre le sérieux, votre sérieux, que nous partageons bien entendu, et surtout votre patience. Nous continuons l'ordre du jour à travers le 7e point qui porte sur la préparation de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 9e session du Parlement francophone des jeunes. Et comme certainement vous le savez, depuis la rencontre du bureau à Bruxelles, le thème principal de la prochaine session porte sur Parlement et renforcement de la démocratie. Alors, si vous le permettez, je donne la parole à notre ami qui est le chargé de mission Afrique pour présenter un peu et défendre surtout le choix de ce thème. Vous avez la parole. Merci, Président. Il faut d'abord noter que le thème pour la 45e session, c'est Parlement et renforcement de la démocratie. Notons que la démocratie, donc, qui ramène le pouvoir au peuple, est en construction dans le monde et plus particulièrement dans l'espace africain. Et l'espace dans lequel cette démocratie est mieux exprimée, c'est au sein des parlements, parce que les parlements apparaissent donc comme des institutions qui participent justement à la mise en place de la démocratie dans le monde et plus particulièrement dans nos États africains. Donc, il a plu à la Côte d'Ivoire de retenir ce terme pour que les parlementaires donc, de l'espace francophone du monde se retrouvent et en débattent pour apporter des solutions, donc, notamment relatives donc, au développement, parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans démocratie. Je vous remercie, Monsieur le Président. On n'a pas préparé. Avec votre permission, j'aimerais juste ajouter quelques remarques de manière très rapide qui me semblent importantes et qui vont dans le sens du bien fondé du choix du thème. Le premier élément, c'est que la journée du 10 juin est considérée comme la journée mondiale du parlementarisme. Et je trouve que c'est un événement important, c'est une date qu'il convient j'allais dire de fêter au lieu de commémorer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, de mon point de vue personnel, la démocratie telle qu'elle a été vécue, pratiquée dans plusieurs pays qui sont arrivés à une sorte de maturité institutionnelle, cette forme de représentation démocratique traverse une période difficile, pour ne pas dire qu'elle est en crise. Et c'est là un élément qui nous interpelle et qui souligne que les démocraties émergentes, les démocraties en construction, surtout dans nos pays respectifs, présentent des perspectives extrêmement importantes. Et il convient d'en tirer le maximum d'enseignements afin de consolider, de développer les acquis et surtout d'être toujours au diapason du peuple, de nos peuples, et considérer que la démocratie en Afrique peut devenir véritablement une référence et même un exemple. La deuxième remarque
c'est qu'il y a une tendance dans les démocraties mûres, si on peut s'exprimer ainsi, il y a une tendance anti-système, anti-parlementariste, si on peut s'exprimer ainsi, et on le constate à travers les résultats de plusieurs élections ici et là, aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique que dans plusieurs pays de la rive nord de la Méditerranée. Et cette tendance anti-système, validée par les résultats des plusieurs élections au niveau législatif, au niveau parlementaire, comme au niveau des chefs d'État, des premiers ministres en particulier, cette tendance constitue véritablement un danger pour l'avenir de la démocratie. Et l'Afrique peut être véritablement une contre-tendance dans le sens de la défense des valeurs démocratiques, dans le sens de la défense des droits humains, dans le sens de la défense de l'état de droit. Cette tendance anti-système fait dire à certains qu'elle est peut-être annonciatrice de la fin de la démocratie, comme certains, au début des années 90, a annoncé que c'est la fin de l'histoire, alors que c'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité qui s'ouvrait au lendemain de la chute du mur de Berlin. Tous ces éléments doivent nous inciter à réfléchir et à défendre la démocratie comme pour rendre nos peuples souverains, pour rendre nos peuples participatifs, comme rendre nos peuples acteurs importants dans la prise de décision qui concerne leur présent et leur avenir, d'où l'intérêt du choix de ce thème qui me semble extrêmement important, Parlement et renforcement de la démocratie. Et toutes les expériences ont montré que le développement sans démocratie conduit véritablement à l'impasse, pour ne pas dire à l'appauvrissement, pour ne pas dire à l'anarchie, pour ne pas dire au vide institutionnel qui n'a jamais été bon conseiller à travers plusieurs expériences. Voilà ce que je souhaitais dire de manière très concise pour souligner combien le choix de ce thème est extrêmement important. Monsieur le secrétaire général parlementaire. Monsieur le Président, merci de vos propos improvisés, mais qui viennent de loin, qui viennent d'une belle analyse, et je ne peux qu'y souscrire. Remercier donc l'ensemble de nos collègues de faire ce choix d'une réflexion à un moment important de notre histoire. Et ça a été rappelé par un de nos collègues tout ce matin dans une de ses interventions qui faisait référence à Léopold Sédar Senghor. C'est par l'intermédiaire du peuple que les parlements pourront prendre en compte leurs attentes pour faire évoluer la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'espace francophone se saisisse de cette question est tout à fait opportun, puisque nous subissons une crise, pas seulement sur le continent africain, mais une crise mondiale, qui fait que ne pas se poser cette question sur l'organisation de nos États à travers des différents systèmes serait quelque part suicidaire. Je l'ai dit dans mon propos, la démocratie, c'est le meilleur des systèmes à défaut de n'importe quel autre. C'est le pire des systèmes à défaut de n'importe quel autre. Et la démocratie représentative est aujourd'hui mise à mal. Dans les pays occidentaux, nous voyons la montée de l'abstention. Les gens ne vont plus voter alors que la définition de la démocratie, c'est le vote. Le pouvoir aux citoyens par le vote. Et aujourd'hui, ce pouvoir qui leur est donné, eh bien, nos habitants, nos concitoyens n'ont plus le sentiment qu'il soit suffisant. Donc, à cette démocratie représentative, il nous faut inventer d'autres éléments d'associer, de construction avec le peuple de la loi.
Et c'est maintenant la démocratie participative, qui n'est pas un concept qui vient d'arriver, qui existe déjà, mais que nous devons mettre en œuvre. Mettre en œuvre sans démagogie. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire participer les gens, qu'ils vont pouvoir changer non plus la face du monde. Donc, c'est une réflexion très forte, avec des propositions qui doivent montrer comment on fonctionne dans nos parlements. Et c'est ce que voulait dire Léopold Sédar Senghor. La pire des choses, c'est que nos parlements ne puissent pas témoigner de transparence, d'ouverture sur les citoyens. Les citoyens ont le sentiment que nous ne les représentons plus. Moi, j'ai été élu avec 30% de la population en tant que député, 30% des gens inscrits. Donc il y a déjà le combat que nous devons mener pour l'inscription. Je ne dis pas le vote obligatoire, comme l'ont mis en place certains pays de l'espace francophone, mais il faut que nous trouvions les moyens d'intéresser nos habitants à ce qui est leur vie, quoi. Quel est l'intérêt pour un élu, un responsable politique, si nous ne réussissons pas à embarquer nos habitants avec nous dans la démarche? Et aujourd'hui, il y a ce décalage très fort. Il faut que nous retissions de la confiance. Et vous le faites dans vos parlements, c'est de la transparence, lutter contre la corruption, être à leur écoute davantage que nous n'avons pu l'être jusqu'alors. Pour autant, quand je dis sans démagogie, le peuple, ce n'est pas la foule. Et moi, j'ai pu le vérifier dans mon pays, la France. Il y a un moment, l'institution est au-dessus de tout ça pour prendre les bonnes décisions. Et donc, moi, je dis bravo, mais on a besoin de votre contribution à tous. Nous sommes à un moment charnière pour réinventer dans l'espace francophone une démocratie qui embarque tout le monde, une démocratie apaisée, mais qui veut aussi construire du progrès social et économique. C'est également ce que j'ai exprimé. La démocratie est mise à mal aussi par ça. Si on ne réussit pas à juguler, à contrecarrer la montée des inégalités, eh bien la démocratie est dans des situations de faiblesse. Donc, Président, c'est à l'honneur du Parlement et de l'APF de s'engager dans cette démarche. Et nous avons ensemble à écrire une nouvelle page du parlementarisme tel que nous le concevons. Et l'idée forte des débats qui sont inscrits depuis ce matin, c'est des parlements forts, mais un interparlementarisme renforcé également pour faire les choses plus ensemble. L'unité dans le respect de la diversité, c'est bien là un des slogans également de la francophonie. Merci, Monsieur le Secrétaire général et chers collègues. Je crois que nous nous sommes compris à travers le silence et aussi à travers la lourde charge que nous impose le thème de la prochaine session. Et ce sera véritablement une session très très importante et je souhaite, comme d'habitude d'ailleurs, que la qualité des interventions va dégager de nouvelles perspectives dans le domaine de la construction de nos démocraties. Merci beaucoup. Nous passons au point qui suit, qui porte sur le renouvellement des postes à responsabilité au niveau de la région Afrique. La parole est à Monsieur Maury, le secrétaire général administratif, pour nous informer de la liste des postes à renouveler. Monsieur Maury. Merci, Monsieur le Président. Ça va être extrêmement bref. C'est juste pour annoncer, rappeler que le président, comme c'est l'habitude, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, François Paradis, a envoyé au chargé de mission Afrique ici présent, début avril, une lettre dans laquelle il joint le tableau des postes de responsabilité à pourvoir par la région Afrique en vue de la prochaine 45e session qui permettra l'élection de ces différents postes de responsabilité. Comme cela se fait souvent, selon l'habitude, ce tableau sera envoyé à l'ensemble des présidents d'assemblée et à l'ensemble des présidents de section, de manière à ce que la consultation puisse avoir lieu entre les différentes sections.
et une fois que la consultation sera terminée, à la veille du prochain bureau qui précédera la 45e session, la décision sera prise et sera transmise au secrétariat général des différents postes à pourvoir, de manière à ce que l'Assemblée générale, la session plénière, puisse les approuver. Oui. Alors, oui, je vais le faire. Je vais rappeler la liste des postes. Béchir, si vous pouvez informer nos collègues de la liste des postes à pourvoir. Problème avec la technique, Monsieur le Président, mais ça va venir très vite. Voilà. Donc, le premier poste à pourvoir, c'est le poste de président de l'APF. Puis, il y aura 2 postes de vice-président. Puis, il y aura plusieurs postes au bureau. Donc 6 postes au bureau. Après. Toujours selon le même mécanisme de rotation entre les régions de l'APF. Également un chargé de mission régionale. Puis au sein du bureau de la Commission de la coopération et du développement, un poste de président, un poste de vice-président et un poste de rapporteur. Au sein du bureau de la Commission des affaires parlementaires, un poste de vice-président et 2 postes de rapporteur. Au sein du bureau de la Commission politique, un poste de vice-président et un poste de rapporteur. Au sein du bureau de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, un poste de vice-président, 2 postes de rapporteur. Au sein du bureau de la sous-commission de l'éducation, de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, un poste de vice-président et un poste de rapporteur. Au sein du réseau parlementaire de lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme, le poste de coordonnateur. Au sein du comité du réseau des femmes parlementaires, un poste de 2e vice-présidente et un poste de rapporteur, ainsi que 3 postes de membres. Au sein du comité directeur du réseau des jeunes parlementaires, un poste de rapporteur, et je pense que nous avons à peu près, voilà, nous avons terminé la liste. C'est la raison pour laquelle un tableau vous sera envoyé, parce qu'il y a quand même beaucoup de postes à pourvoir à l'ensemble des présidents des assemblées, des présidents de section. Voilà. Ça sera bien, comme vous l'avez souligné, M. Maury, d'envoyer à nos collègues une 2e fois la liste de tous les postes à pourvoir, étant donné l'importance de la question. Nous passons au point qui suit. Date et lieu de la prochaine Assemblée régionale, la 28e. Monsieur Maury ou Béchir, monsieur... allez-y, monsieur Maury. A été décidé déjà le lieu et la date de la prochaine conférence des présidents de la région Afrique qui aura lieu à Kigali au printemps prochain. Reste donc à déterminer le lieu et la date
de la prochaine régionale Afrique. Et il y a un appel d'offres à l'égard des différentes sections de la région Afrique pour savoir celles qui accepteraient d'accueillir cette régionale. Pour l'instant, aucune section n'a été désignée, la date reste à déterminer, et donc c'est en quelque sorte un appel d'offres qui est fait aujourd'hui pour savoir laquelle des sections de la région pourrait accueillir cette régionale et à quelle date. La délégation de la République démocratique du Congo souhaite prendre la parole. Le collègue... Venez pour qu'on vous voie. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je l'ai sollicité lorsque nous devrions débattre des situations politiques, mais le Président ne m'a pas vu. Excusez-moi d'avoir insisté, mais c'est parce que j'ai estimé que c'était important, compte tenu de toute l'inquiétude que la situation politique en République démocratique du Congo a suscité durant les dernières années. Je pense que nous nous sommes retrouvés ici il y a 2 ans. Toutes les sections étaient inquiètes de l'évolution de la situation politique en RDC, compte tenu des élections qui étaient reportées et qui ont été reportées à 2 reprises. Et Dieu merci, nous avons finalement eu nos élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales le 30 décembre, à l'issue desquelles le candidat qui a remporté n'était pas le candidat du président en fonction. Donc, ce n'était pas le candidat du président sortant. C'est quand même atypique en Afrique. Et vous avez également suivi à travers les médias que pour la première fois dans l'histoire de mon pays, nous avons eu une passation démocratique de pouvoir. Aujourd'hui, il y a un président honoraire qui circule tranquillement dans les rues de la République démocratique du Congo, à côté d'un président en fonction. Et nous pouvons également nous féliciter du fait que notre institution, qui est la deuxième de notre pays, l'Assemblée nationale, est désormais dirigée par une femme. Ça peut paraître... Merci pour elle. Et merci pour vous aussi. Merci pour elle, merci pour vous. Et c'est quelque chose qui est normal sous les vieilles démocraties. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'en Afrique, ce n'est pas facile. Et nous le devons au président de la majorité parlementaire, qui est l'ancien président Joseph Kabila, qui a porté le choix sur une femme, parce que c'est à sa majorité que revenait le poste de président de l'Assemblée nationale. Et nous vivons une situation tout à fait particulière, parce que le président de la République qui est élu n'a pas la majorité au Parlement. Donc nous vivons une situation de cohabitation. C'est comme ça que de temps en temps, vous suivez que la cohabitation a encore des douleurs d'enfantement, des turbulences par-ci, par-là. En fait, c'est une nouvelle situation à laquelle la République démocratique du Congo est en train de petit à petit s'habituer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, 6 mois après les élections, nous n'avons pas encore un gouvernement. Il y a des négociations qui sont en cours entre la famille politique du président de la République et la majorité parlementaire pour trouver pour la répartition des responsabilités au sein du gouvernement. Mais nous avons déjà un Premier ministre depuis plus d'1 mois qui est issu de la majorité parlementaire. Je pense que c'est une situation qui a bénéficié du soutien de l'APF, de l'accompagnement de l'APF. Et la présidente de l'Assemblée nationale, honorable Janine Mabunda Lioko, m'a chargé officiellement de vous transmettre ses remerciements, mais également ses excuses. Elle n'a pas pu être présente à cette rencontre parce que vous savez, c'est une première session de l'Assemblée nationale. Les organes sont encore en train d'être installés et c'est aujourd'hui, le 15 juin, que la session ordinaire de notre Assemblée nationale se clôture. Je vous remercie de votre attention.
Merci. J'allais vous demander, comme je ne vous ai pas vu, 5 minutes de plus, si vous avez des choses à compléter. En tout cas, c'est un motif de fierté de compter plusieurs femmes à la tête de plusieurs assemblées nationales dans nos pays respectifs. Et cela signifie que la démocratisation, sur la base de l'égalité et du respect, l'égalité des sexes et la pratique du genre, fait son chemin de manière assez rapide, malgré toutes les difficultés liées à certains héritages. Donc, vous pouvez la féliciter, féliciter notre collègue et lui dire que l'Assemblée parlementaire de la francophonie Afrique lui souhaite du succès et de la patience avec les hommes. Je réponds tout de suite. Allez-y, Monsieur Krabal. Oui, Monsieur le Président, bien évidemment, je ne peux qu'en renforcer, enchérir sur les propos que vous avez tenus, sur les félicitations aux présidents de l'Assemblée nationale de leur pays. Et ce sont des beaux exemples. Tendre vers la parité, mais après tout mettre en œuvre pour que les postes de responsabilité puissent être tenus également par des femmes. Et c'est tout le chemin qui est en train d'être mis en œuvre et de le saluer ici. Et je voudrais franchement féliciter, pas seulement pour sa pugnacité à vouloir prendre la parole, notre collègue Geneviève Inagossi. Je pense qu'il est bien dans nos sessions, réunions, de débattre des pays où la démocratie peut être en difficulté. C'est nécessaire de le faire, puisque Léopold Sédar Senghor disait la francophonie, c'est la vigie de la démocratie. Et ne pas le faire, c'est passer à côté de ce qui est notre sel d'action. Mais il faudrait aussi, comme ça vient d'être fait, que nous puissions porter publiquement des éléments qui montrent que la démocratie, eh bien, elle gagne du terrain, elle se renforce dans certains pays à travers des situations un petit peu difficiles, et de porter ce message. C'est un message d'optimisme que nous devons tous embrasser, comme vous venez de le faire, madame. La diplomatie est souvent confrontée aux difficultés, avec des échecs. La diplomatie et la démocratie sont souvent aussi l'objet de réussite, et de ne pas le faire savoir est une faute, parce qu'on se nourrit plus facilement de ce qui est négatif que positif, et de rappeler ce qui vient de se passer en RDC. Eh bien, je dis bravo, et je souhaite que nous ayons souvent des expériences comme celle-ci à mettre en avant dans l'espace francophone. Merci à vous, madame. Madame la présidente de la délégation du Mali, chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. On met toujours en avant ce qui ne va pas. On met toujours en avant ce qui ne va pas. Oui, bien sûr. Mettons en avant ce qui va. Oui, je suis trop courte, ce n'est pas de ma faute. Donc, Monsieur le Président, pour la délégation malienne, on s'en voudrait de ne pas dire quelques mots sur la situation que vit le pays aujourd'hui. Monsieur le Président, honorable Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Président de la section marocaine de l'APF, Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l'APF, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Assemblée et de section, Messieurs les chargés des missions de l'APF, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Au nom du Président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Issaka Sidibé, qui, en raison d'un agenda surchargé et suite aux événements douloureux survenus ces dernières semaines, ne lui permettant pas d'être parmi nous aujourd'hui, en son nom, à mon nom et au nom des membres de la délégation malienne, je voudrais exprimer toute notre gratitude au président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc pour l'hospitalité bien que légendaire
qui nous a été réservé. Ces remerciements vont également à l'endroit de la section marocaine de l'APF pour tous les efforts déployés pour l'organisation de la 27e Assemblée régionale d'Afrique. Chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi de rappeler que l'Assemblée nationale du Mali apprécie à sa juste valeur l'attention longtemps manifestée par l'APF pour la cause de notre pays. À cet égard, je voudrais également saluer le soutien constant de vos différents États et des communautés et de la communauté internationale aux efforts de stabilisation et de développement du Mali et du Sahel. L'occasion est aussi bonne pour exprimer à l'équipe dirigeante de l'APF toute la reconnaissance des députés maliens pour l'appui multiforme apporté à notre Parlement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, s'agissant de ces points de l'ordre relatifs aux situations politiques en Afrique francophone, je voudrais vous informer qu'après la démission de l'ancien Premier ministre malien le 18 avril dernier, notre pays s'est doté d'un gouvernement de large ouverture le 5 mai. La formation de cette équipe gouvernementale a été effectuée après de longues concertations avec toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition. Les résultats des dites concertations ont été matérialisés sous la forme d'un accord politique du gouvernement signé par les différentes parties prenantes de la classe politique et de la société civile. La démarche vise à rallier toutes les forces vives nationales pour faire face ensemble aux grandes préoccupations sociopolitiques sécuritaires du pays. Il s'agit précisément de créer une synergie d'action au plan national pour la réussite de certaines réformes institutionnelles et politiques importantes. Celles-ci sont relatives notamment à la révision constitutionnelle, au parachèvement du découpage territorial ainsi qu'à la tenue des référendums et des prochaines élections législatives, communales, régionales et sénatoriales. Pour faciliter ce processus, l'organisation diligente d'un dialogue politique inclusif est en cours comme la nouvelle prorogation des mandats des députés. C'est dire, chers collègues, que la présente rencontre intervient au moment où la nation malienne amorce véritablement un nouveau virage promoteur dans sa quête de paix et de réconciliation. Par ailleurs, je me dois d'indiquer que les questions sécuritaires continuent elles aussi d'occuper une place prépondérante dans l'actualité nationale. Elles concernent d'une part la persistance des actes terroristes perpétrés contre les forces armées maliennes et leurs partenaires, et d'autre part des agressions meurtrières contre les populations civiles, surtout dans les localités aujourd'hui du centre. Ces violations ont causé au cours des derniers mois plusieurs centaines de victimes innocentes et fait de nombreux déplacés internes et externes. Cet état de lieux sécuritaire nous fonde à solliciter davantage le soutien de chacun de vos États ainsi que l'appui de la communauté internationale pour parachever les efforts du Mali dans son combat quotidien contre le terrorisme. Cette même requête vaut pour l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, qui reste actuellement pour notre pays la voie indiquée pour recoudre son tissu social et reconforter sa stabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. J'en profite pour renouveler notre condamnation sans recours aux actes terroristes perpétrés au Mali, un pays frère, un pays ami. Et je vous propose aussi qu'on mette cette condamnation, qu'on inscrive cette condamnation dans l'une de nos résolutions finales. On attend toujours quelques propositions quant à la tenue de la prochaine Assemblée régionale. Ah, pardon. On va commencer par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Et après, Monsieur.
D'accord. Excellence, Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Maroc et Président de séance, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et chers collègues, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, Monsieur le Secrétaire général administratif, Mesdames et Messieurs les présidents des délégations des pays frères, Mesdames et Messieurs les membres de la section APF du Maroc, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas un discours magistral, une présentation exhaustive à faire. Nous profitons juste de cette occasion pour nous présenter à cette Assemblée, puisque c'est notre première participation depuis notre élection à ce poste le 23 janvier 2019. C'est un sujet de fierté pour la femme togolaise que je représente ici, mais je peux comprendre que c'est pour également toutes les femmes africaines et toutes les femmes du monde entier. Effectivement, nous n'aimons pas beaucoup intervenir sur ce sujet pour le présenter comme une anomalie ou une stigmatisation. Mais je pense que nous tous, nous devons reconnaître que c'est des avancées majeures, puisque au plan international, le taux de représentation des femmes à ce niveau de responsabilité est autour de 20%. Et je pense que aujourd'hui, voir les femmes occuper ces postes de responsabilité au niveau national doit être une source d'inspiration pour donner à la jeune fille, surtout africaine, le courage d'affronter toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien, avoir la conviction qu'au bout de l'effort, il y a le résultat et surtout qu'elle sera évaluée en fonction de ses mérites. Et surtout, nous voulons recommander, nous souhaitons recommander que dans chaque famille, nous puissions aller à l'éducation tout autant de la jeune fille que du garçon, pour que nous puissions comprendre qu'il faut que ce soit dès le bas âge qu'on inculque à la jeune fille la confiance en elle-même. Et la rassurer qu'avec toutes les politiques qui sont mises en œuvre, elle sera non pas stigmatisée, mais évaluée. Parce que je peux encore vous dire que dans nos pays, on ne croit pas toujours que la femme accède à certains postes de responsabilité à cause de ses mérites. On suppose toujours qu'il y a d'autres raisons autres que le mérite. C'est pour cela que nous voulons encourager que les politiques d'accompagnement de la femme, que les politiques de renforcement de la confiance de la femme en elle-même soient l'un des paliers sur lesquels nous pouvons bâtir ce concept général de la promotion de la femme aux hautes instances de décision dans nos différents pays. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame la Présidente. Vous avez la parole. C'est quel pays? C'est quel pays? Je vais vous dire tout de suite. Ah, le Cameroun. C'était une candidature déguisée. Oui. Merci, Monsieur le Président, de passer la parole au Cameroun. Et merci de votre indulgence de nous passer la parole et de pouvoir revenir sur un point sur lequel on avait déjà eu l'impression d'être passé, c'est-à-dire la situation sécuritaire. Je voudrais juste, au nom du Président Etan Hilarion,
qui est le président de la section camerounaise de l'APF, de vous faire un bref point sur la situation politique et sécuritaire de notre pays, le Cameroun. Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Maroc, Son Excellence Monsieur Habib El Malik, Mesdames et Messieurs les présidents d'assemblée et des sections, APF de la région Afrique, ici présents, chers collègues parlementaires. À l'entame de mon propos, permettez-moi de remercier très sincèrement Son Excellence Monsieur Habib Maliki, président de la Chambre des représentants du Maroc, ainsi que l'ensemble des membres de la section marocaine pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre délégation, ainsi que les délicates attentions dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée au royaume chérifien. Je remercie également nos hôtes pour les excellentes conditions de travail offertes qui présagent des succès de nos assises. Ceci dit, je m'en vais vous présenter très succinctement la situation sociopolitique qui prévaut en ce moment dans mon pays, le Cameroun. En effet, cette situation est dominée par deux faits majeurs, à savoir la situation sécuritaire et la préparation des élections législatives, municipales et régionales. La situation sécuritaire. Dans l'extrême nord du pays, l'on note la persistance des attaques sporadiques de la secte Boko Haram à partir de leur base du Nigeria voisin. Dans l'est de notre pays, les troubles en République centrafricaine ont provoqué l'arrivée massive des réfugiés sur notre sol, estimé à plus de 100 000 rien que dans la région de l'Est. Mais nous observons avec espoir et soulagement une accalmie sur ce front depuis la signature de l'accord de paix de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et les différents groupes armés qui écument ce pays frère. Enfin, dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest à majorité anglophone, où des sécessionnistes ont engagé une rébellion armée terroriste avec son cortège d'assassinats, tant des membres des forces de l'ordre que des civils, la destruction des édifices publics, les enlèvements des citoyens suivis de demandes de rançon, etc. Face à cette situation, le chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, a pris une série de mesures fortes qu'appelait l'urgence et la gravité de la situation. Sans être exhaustif, on peut citer la création de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, la création de la Commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des rebelles repentis, la création d'une section du Common Law au sein de l'école d'administration et de magistrature ENAM, le recrutement spécial d'1 millier de cadres anglophones au niveau de l'enseignement et au niveau de l'administration, la traduction en anglais du code OHADA, l'accélération du chantier de la décentralisation avec la création d'un ministère entièrement dédié à cette question, la création de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, et pour couronner le tout, l'offre de dialogue inclusif du chef de l'État qui n'exclut qu'un seul point de l'ordre du jour, à savoir la partition du Cameroun et la révision de la forme de l'État. Nous l'affirmons, contrairement aux récentes allégations du Parlement européen, les forces de défense et de sécurité camerounaises ne se livrent à aucune forme de violation des droits de l'homme dans ces deux régions. Tout au contraire, il convient de souligner que, comme toute armée confrontée à une situation d'insurrection, elle mène des opérations de restauration de l'ordre public en assurant la protection des biens et des personnes au péril de la vie des soldats engagés, dont certains sont tués dans des conditions particulièrement atroces comme la décapitation. À la suite de l'invitation à la fois du gouvernement de la République et des deux chambres de notre Parlement, les délégations européennes désireuses d'avoir une information réelle telle qu'elle est vécue sur le terrain commencent à effectuer le déplacement du Cameroun.
C'est ainsi que nous avons reçu une délégation du Bundestag allemand au cours du mois d'avril dernier. Cette délégation a obtenu toutes les informations qu'elle souhaitait avoir et est rentrée satisfaite. D'autres délégations sont attendues, même l'APF si elle le souhaite, et le Cameroun est disposé à les recevoir car notre pays n'a rien à cacher. Au final, la situation sécuritaire demeure certes préoccupante, mais sous contrôle. Les élections. La deuxième actualité majeure dans notre pays concerne l'organisation au cours de cette année de 3 scrutins majeurs, à savoir les législatives, les municipales et les régionales. La loi relative à cette dernière, c'est-à-dire les régionales, a été adoptée par les 2 chambres du Parlement au cours de sa récente session, la récente session de mars 2019. Le chef de l'État vient d'ailleurs de promulguer cette loi. S'agissant particulièrement des élections régionales qui seront organisées pour la première fois dans notre pays et qui constitueront une avancée pour la décentralisation et en même temps une réponse à la demande de l'immense majorité de nos concitoyens, il est prévu pour chacune des 10 régions de notre pays 90 conseillers régionaux, dont 70 conseillers départementaux et 20 représentants du commandement traditionnel. Tel est en substance, chers collègues, l'essentiel de l'actualité politique dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Le Cap-Vert. Non? Ah, le Gabon. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah, c'est vous. Mais vous êtes tous les deux jeunes. Et vous vous ressemblez physiquement. Alors, le Gabon. Si possible, de manière forte, mais concise, dans la mesure du possible. Ah, c'est vous-même. Ah, vous l'introduisez. Bien. Vous avez un père très généreux. Monsieur le Président, nous voulons vous remercier pour votre haute compréhension en nous redonnant la parole. Très brièvement, nous voulons déjà vous dire que la situation que nous vivons et les sentiments que nous avons vis-à-vis et du Maroc et des autres pays africains nous commandent de l'exprimer de manière formelle. C'est pour cette raison que mon jeune fils ici va présenter brièvement une motion. Mais avant cela, je dois dire 2 choses. La première, c'est que nous compatissons totalement avec nos frères qui vivent des problèmes de sécurité, quand bien même nous soyons relativement en paix en ce qui nous concerne, mais nous compatissons totalement. C'est pour ça que nous soutenons la proposition que vous avez faite de retenir parmi nos résolutions la condamnation des actes d'insécurité qui se déroulent particulièrement dans le pays frère du Mali et également partout ailleurs. Mais s'agissant donc de nos réunions, puisque nous sommes passés à pieds joints sur la question relative au parlementarisme en Afrique, je voulais juste dire 2 choses. La première, c'est notre souhait de rationaliser les rencontres internationales. Parce qu'il y en a tellement, et aussi bien au niveau international, régional que sous-régional,
Et toutes ces rencontres se font à la charge des États. Et dans un contexte de crise, ce n'est pas évident que tout le temps, aussi bien les rencontres plénières que les commissions qui sont disparates puissent mobiliser tout le monde. Et notre intention n'est certainement pas de voir certains désister de participer à ces rencontres-là. Donc, une réflexion est nécessaire pour aboutir à la rationalisation de toutes ces rencontres, parce que tout le monde veut participer, mais ça coûte trop cher et à l'impossible, nul n'est tenu. La deuxième et dernière chose porte sur la manière de tirer un meilleur profit des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très utiles, ça fait partie du développement nécessaire. Cependant, il se trouve que le développement des fake news et même la cybercriminalité sont de nature à porter préjudice au plus grand nombre, de porter atteinte à la dignité des individus et même à la sécurité des États. Là aussi, il y a la nécessité d'y réfléchir et nous souhaitons que le Parlement francophone puisse se saisir de ces questions-là. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Mon jeune frère fait partie des jeunes qui sont promus. Il est tout nouveau, tout comme les femmes également sont promues, parce que nous avons 2 chambres et la chambre appelée Sénat est dirigée par une femme. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. À la suite des autres sections, celle du Gabon ne pouvait pas ne pas prendre la parole, non pas pour vous présenter la situation politique de notre pays qui a été décrite déjà par le président de l'Assemblée nationale, M. Faustin Boukoubi, mais simplement pour vous faire une motion de remerciement. Nous, parlementaires membres de la section gabonaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, participant à la 27e Assemblée régionale Afrique, considérant l'amitié séculaire qui unit la République gabonaise et le Royaume du Maroc, considérant la fidélité des liens fraternels entre son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Considérant l'indéfectible soutien et les précieuses marques d'attention de Sa Majesté le roi à son frère, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, au cours de ces derniers mois. Eu égard aux multiples témoignages de solidarité manifestés par les autorités et les peuples d'Afrique francophone à l'endroit de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, et au peuple gabonais. Au regard des récentes visites de courtoisie, d'amitié et de travail à Libreville de leurs excellences, M. Faure Gnassibé, président de la République du Togo, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, M. Teodoro Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafrique. Au nom du Parlement gabonais, nous adressons notre déférente gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour sa bienveillante et à sa bienveillante famille et au peuple marocain tout entier. Nous rendons un respectueux hommage aux chefs d'État et de gouvernement d'Afrique francophone pour leur importante présence aux côtés des autorités et du peuple gabonais. Enfin,
nous témoignons notre vive et très sincère reconnaissance à nos collègues parlementaires d'Afrique francophone et au peuple qu'ils représentent pour leurs innombrables marques de solidarité, preuve, s'il en est encore besoin, du profond enracinement et de la pérennité des valeurs cardinales du continent africain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous considérons vos applaudissements comme adoption de la motion de remerciement. Alors, avant de terminer, quelques informations utiles de manière rapide pour organiser l'après-midi. La première information, je prie les présidents des assemblées nationales, la présidente et les présidents des assemblées nationales ici présents, les responsables des sections nationales. On tiendra une réunion à 15 heures, juste dans la salle qui nous a réunis, où nous nous sommes réunis hier, ce qu'on appelle la salle VIP. Et à 16 heures, nous reprenons les travaux pour la clôture de cette session. Merci beaucoup. Nous allons déjeuner ensemble juste à côté.